Précédemment, dans Comment et pourquoi écrire du cul, vous avez appris que vous aviez une relation intime avec les autrices et auteurs qui cherchent à vous exciter. Vous avez aussi appris, et Bobby, qu'écrire du cul ce n'est pas sans conséquence sur la vie. Vous avez appris que cela pouvait contribuer à rendre vos relations aux autres plus intenses, à rendre votre relation à vous-même plus vraie, que cela pouvait même contribuer à changer le monde. Vous avez découvert que mes talents d'écriture ne se limitaient pas à mes blagues caustiques et désabusées sur le monde du vivant qui court droit à sa perte. Non, car je suis également une poétesse érotique de talent. Et vous avez aussi appris à cette occasion que la petite voix de Bolchegeek était patiente. Très patiente. Kat, je suis désolée. Un jour, nous aurons peut-être une relation amicale normale, qui sait. Mais ce jour n'est pas arrivé, non! Car tapis dans les recoins les plus sombres de l'humanité repose un manuscrit qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Alors bien évidemment, rien à voir avec un truc qui rebondit, on parle ici des moyens qu'a la littérature pour provoquer l'envie, l'excitation, l'émotion, quelle qu'elle soit. On va parler de la langue, et Fleur Chérie se penche plus particulièrement sur les descriptions, ce qui est bien normal parce que c'est ce que beaucoup de lecteurs vont attendre d'un bon livre érotique. Beaucoup de scènes, très décrites, et de la meilleure façon possible, parce que c'est souvent ça qui va impliquer le lecteur dans l'histoire. Et mine de rien, c'est aussi ça qui va distinguer un très bon livre érotique d'un mauvais. Parce que le mauvais livre de cul, bon, il décrit du cul, mais le bon livre de cul, il décrit du cul, mais mieux. Alors, sachant cela, quels sont les outils à portée de main ? Eh bien, Chérie nous expose d'abord les outils les plus évidents, l'équivalent du bon vieux marteau dans la boîte à outils du cul, la description physique par exemple. Ce qui est l'occasion pour elle de nous introduire à la notion de plaisir scopique, qui est un plaisir basé sur le voyeurisme. La scopophilie, c'est prendre du plaisir en regardant quelqu'un d'autre. En objectivant l'autre avec son regard, on a l'impression qu'on peut, dans un sens, le contrôler, se mettre à sa place. Donc tout l'art de la description physique, ça va être de mettre le lecteur dans cette position de voyeur qui découvre le corps petit à petit, et dont la vision va être très scénarisée et contrôlée par l'écrivain lui-même. C'est intéressant ça, la nécessité de l'effet cinématographique dans la description érotique. La nécessité de trouver un ressort visuel qui va parler directement au corps du lecteur. C'est assez unique. Et ça date de bien avant l'invention d'une quelconque caméra. Est-ce que quelque part, la nécessité d'exciter n'a pas inventé le concept de la mise en scène cinématographique ? C'est non. Bon bah ça va, je pose des questions. C'est pas la peine d'être désagréable non plus. Alors dans toute cette partie, les petits exercices correspondent à des exemples de description de fellation écrits par l'autrice elle-même, et qui correspondent aux différents styles de description évoqués. Donc là, par exemple, pour la description physique, la bosse qui se devinait à travers le coton de son caleçon ne laissait aucun doute sur l'excitation que l'anticipation impatiente de la suite des opérations éveillait en lui. J'ai alors découvert l'engin, le monstre, pour la première fois. J'ai tiré très doucement sur l'élastique et j'ai vu le bout de son gland. Un petit urètre, timide, baveux, semblait me sourire. On peut y voir également les bases de la description sensuelle, sentimentale, avec toute la palette de tons qui s'y associe. Enfin, il me dévoilait son membre. Je voyais à son regard que cet instant avait quelque chose d'exceptionnel. Il complexait beaucoup sur ce symbole viril, il me l'avait dit. Mais en un coup brusque, il a fait valser son caleçon, et une quinzaine de centimètres me faisaient maintenant face, sans vaciller. Pourquoi tout est toujours ridicule quand je l'imagine dans ma tête ? Mais l'autrice traite également les ressorts littéraires des rapports de pouvoir, avec notamment la violence et oulala, ça commence à dégénérer. La violence et le sexe sont deux amis dont les frontières sont parfois poreuses, en particulier dans le langage. Quand on parle d'une violence ou d'une domination, consentie ou non, faite sur l'autre, le sexe n'est jamais très loin. Alors, le fait que le sexe puisse être vécu de façon extrêmement puissante physiquement et flirter avec la violence, le fait que consenti, un rapport de domination puisse s'installer, le fait que consenti également, je pense personnellement qu'un rapport plus brut puisse être toutefois agréable, épanouissant, excitant, oui, complètement. Mais le fait de mettre en rapport la violence non consentie et le sexe, encore une fois, comme je l'ai évoqué auparavant, non, c'est plus possible maintenant. Je vais péter l'ambiance, je vous préviens. Nous vivons actuellement dans une société dans laquelle il y a eu MeToo, dans laquelle des personnes ont théorisé la culture du viol, dans laquelle on commence à réfléchir la sexualité autrement, dans laquelle on commence à remettre en question la nécessité absolue de la pénétration et la façon dont notre vision d'une sexualité épanouie s'est construite autour de ça.
dans laquelle aussi les personnes ont commencé à se poser la question de qu'est-ce que c'était pour elles la sexualité, l'excitation, qu'est-ce que c'était vraiment ce dont elles avaient envie. Et qu'est-ce qu'on leur a suggéré très fortement comme étant une norme, mais qui ne vient pas d'elles. On est dans une société dans laquelle des hommes et des femmes ont lutté, dans laquelle elles et ils luttent toujours amèrement pour dénoncer les violences autour de la sexualité. Les violences auxquelles ces personnes ont parfois dû s'habituer, parce qu'on leur a dit que c'était naturel, que c'était comme ça. Est-ce qu'on peut s'adresser à des futurs créateurs de contenu porno et érotique et leur parler de violence dans la sexualité en y mêlant joyeusement brutalité consentie et violence imposée ? Non, je ne pense pas. Et je vous vois déjà venir là, ceux qui hurlent « Oh mais scandale, on ne peut plus rien dire, gna 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 ». Non, je ne veux pas censurer la violence dans tous les rapports à partir du moment où c'est consenti. Avant, le presque viol, mais en fait pas tout à fait, parce qu'en fait elle a dit qu'elle voulait pas, mais à l'intérieur elle le veut, et elle va ressentir du plaisir, mais comment osera-t-elle jamais se l'avouer ? Oh là là, ces femmes qui sont toutes des saintes nitouches, mais qui en fait sont toutes des salopes quand on les force un petit peu, bon bah c'était un ressort qui était très facile et très utilisé. Et je crois que c'est juste plus possible maintenant. Maintenant, il faut trouver des manières d'exciter différemment. Est-ce que c'est plus compliqué ? Oui, c'est toujours plus compliqué de trouver de nouvelles idées, mais bon, on est des écrivains ou on n'est pas des écrivains ? Peu de panache, merde ! En plus de ça, Flore Chéri essaie d'apporter des justifications sur pourquoi on serait encore attiré par la violence, et notamment la violence consentie. Et là, vous avez pas pu l'entendre parce que c'était de l'oral, mais j'ai dit attirer avec un E. Elle parle notamment des temps immémoriaux, des instincts primaires, ce qui déjà est une pente glissante en soi, et évoque, avec cette citation de Peggy Sastre, que j'aime bif bof, la théorie de la préparation en ces termes. On pourrait aussi parler de la théorie de la préparation dont parle Peggy Sastre dans Rien de plus normal que l'envie de domination ou de soumission au lit. Les chercheurs concluent que l'envie sexuelle d'agression et d'humiliation constitue une variation normale du désir sexuel, et que la prévalence relativement élevée de ces désirs est un solide indice de leur fonction évolutive. Du côté féminin, les fantasmes de soumission pourraient notamment s'expliquer par la théorie de la préparation. Selon cette théorie, la sexualité féminine intègre une dimension consciente et active à tout un module réactif, hérité des temps où elle n'avait pas beaucoup de possibilités d'éviter un rapport non consenti, et où le mieux, ou le moins pire, était encore de se protéger contre des blessures parfois mortelles. Alors, non. En tout cas, là, dans le contexte, je suis pas vraiment convaincue, non. Il y a peut-être quelque chose que j'ai très mal compris dans cet extrait, mais la théorie de la préparation, dans ce que j'en ai lu, c'est une façon pour les chercheurs d'expliquer, par exemple, pourquoi certaines femmes ont une réaction physique de lubrification pendant une agression sexuelle, afin notamment de repousser les arguments qui consistent à dire « oui, mais elle le voulait, elle mouillait ». Et effectivement, les recherches ont conclu au fait qu'il y avait une réaction naturelle du corps qui se disait que quand une situation semble inévitable, autant éviter des blessures et des douleurs internes affreuses, donc il essaie de limiter les dégâts en produisant des sécrétions. Donc quelque part, rien à voir avec la sexualité. On est sur de l'instinct de survie, pas du tout sur de l'érotisme. Et je suis désolée, mais confondre les deux, là aussi, ça s'inscrit complètement dans de la culture du viol. Érotiser la violence non consentie, ça fait que certaines personnes trouvent inconsciemment cette même violence non consentie moins grave, parce que potentiellement un peu agréable pour tout le monde. Je ne jette pas la pierre à Flore Chéri en disant qu'elle encourage le viol, bien évidemment. Je dis juste que ces conseils-ci, précisément, rentrent dans une logique qui commence à être datée de ouf et de plus en plus difficile à justifier. Et encore une fois, je ne jette pas non plus la pierre aux personnes qui ont un fantasme de violence non consentie. Comme il a été dit plus haut dans le livre, et comme je l'ai dit avant, fantasme n'est pas égal à sexualité réelle et désirée. Mais je les encourage tout de même à se demander d'où vient ce fantasme. Ce qui promet en règle générale une introspection longue et chelou dans les pièces les plus reculées de votre palais mental. Flore Chéri continue avec le ressort de l'humiliation, de la transgression, voire même du dégoût, et, même si encore une fois je ne juge pas les kinks de chacun, force est de constater que les exemples donnés, et notamment le petit exercice d'écriture sur la fellation à la fin, n'est pas du meilleur goût. Il a sorti son pénis poisseux de son slip, initialement blanc, mais que les années de lavage en machine avaient rendu jaunâtre. Cela sentait le poisson chaud, le poisson qui sort tout juste de sa papillote, sans le citron pour amoindrir l'amertume, et sans les condiments, juste l'odeur de la mer et d'un cadavre d'un ancien être vivant. Ça a empesté, mais je l'ai tout de même avalé, feignant l'appétit. Grosse gloutonne, m'a-t-il balancé en remontant ses couilles contre mon menton. Sa peau fripée et ses poils qui m'irritaient la joue comme de la paille ont failli me provoquer un haut le cœur. Mais j'ai tenu bon. Mon regard continuait à défier son air de merlan frit. Tant que le regard continuait, j'avais gagné la partie. Alors, qui c'est qui veut du cul là, hein ? C'est pas excitant ça comme description, le poisson, l'animal mort, les couilles qui poissent et tout ?
Non mais après c'est un peu exagéré de dire ça, parce qu'en vrai, est-ce qu'on cherche le bon goût? Est-ce que l'érotisme c'est l'art du bon goût? Non. Et puis c'est pas neuf du tout ce levier du dégoût, mais encore une fois, ça vaudrait le coup de se questionner sur pourquoi. Bref, bien évidemment que ce levier existe et qu'il fonctionne pour plein de personnes. Salut Bataille. Je crois qu'il y a quelque chose d'essentiellement puéril dans la littérature. Ceci dit, vous remarquerez que plus on avance, plus on se rend compte que la sexualité est éminemment politique, hein? Vous en rendez compte aussi? Ou c'est moi? Et alors, selon moi, vraiment, le chapitre où on voit le plus que l'autrice n'a pas poussé très loin la réflexion autour de la portée politique des nouvelles productions érotiques, c'est la partie sur, je cite, le jeu, l'initiation, l'infantilisation. Parce que, encore une fois, le jeu, l'initiation, oui, bien sûr, mais alors l'infantilisation, oh, ça n'a pas très bien vieilli comme concept. Et en plus de ça, le champ lexical de l'enfance dans une production érotique est un terrain miné de ouf. Et le pire, c'est qu'elle commence ce petit chapitre en exposant cela avec un extrait d'une interview de Maya Mazorette qui encourage à s'interroger sur notre propre rapport à l'enfance dans l'injonction au sexe ludique. Donc c'est quand même assez spécifique comme questionnement, ça commence bien. Mais l'autrice y répond par « On pourrait aussi imaginer que ce champ lexical adoucit et rend acceptable notre sexualité. S'il s'agit d'un jeu anal entre adultes consentants, c'est moins flippant que de décrire une sodomie violente qui provoque une hémorragie interne. » C'est moi ou ça pue un peu, là ? Non, je suis de mauvaise foi et je sais qu'il y a de l'humour derrière. D'ailleurs, globalement, le ton tout entier du livre est très léger. Mais quand même, ça me donne l'occasion de dire et de répéter qu'il faut faire gaffe avec ça. Le vocabulaire dans la description d'un acte sexuel, c'est vecteur de sens, et ce n'est pas forcément une bonne idée de dissimuler une hémorragie interne anale derrière du vocabulaire poui-poui, les petits oiseaux, les petites fleurs, les petits angelots joufflus dans le ciel. Au-delà de ça, et beaucoup plus sérieusement, posons-nous la question de l'utilisation des mots d'enfant dans l'érotisme, et notamment pour désigner les organes génitaux. Là aussi, dans un contexte où malheureusement on est obligé de se questionner sur la sexualisation de l'enfance et sur les dégâts terribles que ça peut causer, employer les mots zizi ou zézette dans du matériel érotique, donc pour adultes, est-ce une bonne idée ? Qu'est-ce que ça dit de nous ? Qu'est-ce que ça dit du lecteur que l'on vise ? Et même si, par là, on ne cherche qu'à retranscrire une certaine innocence entre adultes consentants, qu'est-ce que, inconsciemment, ça convoit ? Et oui, c'est chiant ces histoires d'inconscient qui reviennent à tout bout de champ, mais vous savez quoi ? Je porte en haute estime les personnes qui se donnent la tâche d'exciter les autres de façon éthique, concernées par ce qu'il se passe dans la société. Je trouve que c'est un métier difficile et où il ne suffit pas de parler de bites et de chattes pour que ça fonctionne. Pour faire ça bien, cela demande une réflexion, une vision large de la société, et assez de talent pour que cette réflexion, cette vision de la société, ne perturbe pas la lecture de l'œuvre et que tout reste agréable et digeste. En d'autres termes, ces œuvres ne sont dénuées ni de génie ni d'enjeu. Au contraire même, elles vont avoir beaucoup d'influence sur la société qui les consomme. Et leurs créateurs et créatrices détiennent un grand pouvoir, et portent donc une grande responsabilité. Comme Spider-Man, des genres de Spider-Man du cul, ce qui fait de moi un genre de tante May ou d'oncle Ben du cul, et être la porteuse de cette phrase n'est pas le rôle le plus sécure qui existe, je ne vous le cache pas. Bref, nous continuons avec Flore Chéri le tour de la question en explorant cette fois-ci le pan autobiographique de la littérature érotique. L'autrice met notamment en avant son pouvoir d'identification pour le lecteur, qui peut ainsi, dit-elle, se comparer ou apprendre. En effet, et c'est un nouvel aspect de l'érotisme et de la pornographie dont on n'a pas encore parlé alors qu'il est omniprésent, beaucoup de personnes, et des fois c'est dommage, apprennent ou ont l'impression d'apprendre grâce à l'érotisme ou à la pornographie. On dit toujours que la pornographie établit des standards irréalisables, mais en réalité c'est bien plus violent et insidieux que ça. La pornographie n'établit pas des standards toute seule comme une grande, elle ne pervertit pas la sexualité, elle l'établit. La pornographie devient un standard parce qu'elle est pour beaucoup de gens le seul accès qu'ils aient à une éducation sexuelle. Et là je vais dire quelque chose qui va faire bondir dans les chaumières, notamment pas mal de mes collègues féministes. Selon moi, les rapports étroits qui existent entre la pornographie et la sexualité, c'est peut-être un petit peu la faute à l'industrie qui va toujours plus loin, hein, je ne dis pas, mais c'est aussi et surtout à cause de la politique actuelle et passée qui entoure l'éducation sexuelle. Alors certes, des cours d'éducation à la sexualité sont prévus dès la primaire selon la loi, mais ils ne sont jamais effectués. Il est censé y avoir 3 séances par an depuis le collège. Je suis censée, moi, enfant des années 90, avoir bénéficié de pas moins de 21 séances d'éducation à la sexualité, sans compter les séances que j'aurais dû avoir en primaire. Et le fait est qu'en primaire, on a fait énormément de prévention contre les enlèvements et les agressions sexuelles. On regardait au moins une fois toutes les 2 semaines une cassette sur laquelle des acteurs québécois faisaient des scénettes beaucoup trop enjouées pour la gravité du sujet. Mon
corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien. Tu as ton corps, à toi, laisse-moi le mien. Je connais encore cette chanson par cœur, des dizaines d'années après, sans l'avoir jamais revue, c'est imprimé dans mon cerveau à tout jamais. Mais à part ça, le seul cours d'éducation sexuelle que j'ai eu, c'était en 5e avec une très vieille prof d'SVT qui nous avait vaguement montré comment est-ce qu'on mettait un préservatif sur un énorme gode en métal et qui nous avait plus ou moins dit que le sexe, ça amenait les maladies, l'abandon social, les grossesses non désirées et la mort. Donc autant vous dire que c'était une très bonne ambiance. Et en 3e, une prof d'SVT également nous avait laissé lui poser des questions anonymement. On écrivait des questions sur de petits papiers, et ma première question c'était « Est-ce que accoucher fait mal ?» Et elle avait répondu « Oui ». Et ensuite j'avais demandé « Est-ce que la première fois fait mal ?» Et elle avait répondu « Oui ». C'est tout. Pas d'explication. Et de toute façon, elle nous avait montré juste avant la vidéo complète d'un accouchement, ce qui avait bien calmé les ardeurs de tout le monde. Hein. Franchement, après, dites-moi si vous les avez eues, ces séances d'éducation à la sexualité ou à la vie affective. Moi, je n'ai jamais croisé quelqu'un qui en ait eu plus de 2 dans sa vie. Je reste absolument persuadée que le rapport des plus jeunes avec la pornographie et l'érotisme, et par conséquent le rapport des adultes qu'ils seront plus tard avec la pornographie et l'érotisme, serait 1000 fois plus sain et tranquille si tout était dédiabolisé, et expliqué avec de vrais mots. Est-ce que ça veut dire que l'industrie aurait moins de dérives ? Eh bien, peut-être. Voilà, c'est une affirmation qui n'engage que moi, avec lesquelles des collègues féministes seraient sûrement pas d'accord du tout, mais moi je le dis, peut-être. Peut-être que si la sexualité devenait moins taboue, plus sûre, peut-être que si le corps de l'autre nous semblait aussi digne de respect que le nôtre, peut-être que si les fantasmes et leurs origines surtout étaient expliqués, sans être diabolisés non plus. Peut-être que si on en profitait aussi pour expliquer la différence éminente entre sexualité et fantasme, peut-être que si on se servait de ces cours pour éradiquer petit à petit la culture du viol, en enseignant dès le plus jeune âge l'absolue nécessité du consentement, et le fait que toi et toi seul peux déterminer ce qu'il est ok ou non de faire avec ton corps. Oui, peut-être qu'on changerait aussi la face de la pornographie et de l'érotisme, et même de notre sexualité au quotidien. Alors après, certes, comme le signale Fleur Chéri, l'érotisme peut aussi être une porte d'entrée vers l'apprentissage, l'initiation, la découverte. Et oui, ça peut rassurer aussi de trouver ici et là des fantasmes qui ressemblent aux nôtres. Mais je reste convaincue que c'est un pansement sur une fracture ouverte. Ça va éviter qu'il y ait une espèce de surinfection en plus de la fracture, mais ça ne va rien faire du tout pour la fracture qui est en dessous. Vous êtes docteur ? Oui. Docteur de l'amour. Enfin, Fleur Chéri nous indique que l'humour peut également être un style érotique à part entière. Et elle a raison. La littérature érotique regorge de pastiches et de textes plus ou moins drôles ou en tout cas dont l'humour a plus ou moins bien vieilli. C'est sûrement parce que la légèreté est aussi un élément essentiel de notre rapport au sexe et parce que l'humour grivois a toujours plus ou moins bien fonctionné. Attention toutefois, comme je l'ai dit précédemment, il y a de forts risques que cet humour vieillisse assez mal. Et puis il y a de forts risques aussi que votre œuvre devienne un genre de répertoire à blagues scabreuses et punchlines. Et non, malheureusement, les blagues de cul ne font pas les meilleures œuvres érotiques, même dit avec la voix qu'il faut. Fleur Chéri évoque aussi le rapport à la joie pure de la transgression de l'interdit qu'il y a dans l'humour de fesses, à ce truc très enfantin qui consiste à ricaner parce qu'on a entendu le mot bite et que c'est un mot interdit. Mais encore une fois, permettez-moi de vous mettre en garde concernant l'humour. On ne dirait pas comme ça, mais faire rire de façon universelle et saine sur un sujet qui potentiellement peut être un peu tabou, mais en plus de ça peut être difficile pour certains et certaines, c'est difficile et ça demande énormément de travail et de finesse. C'est-à-dire que il s'agit pas de dire en boucle la blague du 10 camions pouet-pouet. Tu m'as compris. Et là, je trouve que ce livre est malin. Parce que même si on peut le critiquer sur le fait qu'il ne se plonge que très superficiellement dans tout ce que produire des œuvres érotiques a de militants et de politiques, il te prend par la main et, sans te juger aucunement, t'explique tout ce qu'il faut pour produire de la littérature érotique. Genre, vraiment. Ce chapitre-là se concentre ainsi sur des choses qui peuvent sembler un peu idiotes, un peu superficielles, mais qui ne le sont pas du tout lorsqu'on n'a pas l'habitude d'écrire. Tout ce qui rentre dans la technicité de l'écriture. Et ça aussi, c'est tellement important. Non, il n'y a pas une fée qui va descendre du paradis des écrivains pour vous toucher du doigt et vous donner l'inspiration divine qui vous fera pondre un chef-d'œuvre. Oui, l'écriture a un aspect trivial et les premières questions qu'on se pose quand on n'a jamais écrit, c'est « Est-ce que je prends un stylo ou un ordi ? Est-ce que c'est important de recopier son texte, de faire des brouillons ? Est-ce que je peux écrire de chez moi ou est-ce que c'est mieux d'aller dehors ? Et puis, quels mots est-ce que j'utilise pour l'acte sexuel et les organes génitaux ? Je peux pas toujours utiliser les mêmes, si ? Et là, on touche à quelque chose dont j'ai pu beaucoup parler dans les histoires de cul, l'étendue et le choix du vocabulaire.
Le vocabulaire, c'est l'arme numéro 1 de l'écrivain. C'est ce qui va le plus montrer au monde si vous avez bien bossé votre sujet ou pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être un dictionnaire vivant pour bien écrire, et non, le nombre de synonymes que vous connaissez ne va pas déterminer la force de votre œuvre. Mais savoir utiliser les bons mots au bon moment, c'est très important. Et ça se ressent, mais ça s'apprend aussi. Ainsi, l'autrice cite Stéphane Rose dans son interview sur Brain. « Criez au fascisme si vous voulez, mais en matière de littérature érotique, certains mots sont interdits. Oui, interdits. Vous ne devez pas les utiliser, jamais, en aucun cas, interdit. Sauf si bien sûr votre but n'est pas de créer le désir mais le dégoût. Auquel cas faites-vous plaisir, allez-y sur la foufoune, la bistouquette, les nibards et autres grosses doudounes, et n'oubliez surtout pas de brouter la cramouille et de ramoner la boîte à caca de vos personnages. Et tant qu'à faire, rajoutez au passage quelques onomatopées également interdites, du genre ou en. Mais ne venez pas vous plaindre si vous n'avez aucun lecteur, ni aucun ami. Alors c'est violent certes, mais c'est pas complètement faux non plus. Il y a des codes dans la pornographie comme dans l'érotisme, dans l'écriture comme au cinéma, des codes qui permettent à la fois de camper les personnages et leur univers, mais aussi de déterminer à qui on s'adresse. Et ces codes-là, dans la littérature, effectivement, ce sont les mots qui les transmettent, ou plutôt le choix des mots et leur richesse. Ainsi, on trouvera dans le livre un petit dico des synonymes, avec les synonymes de pénis, de testicule, de vulve, de sein, etc., etc. On a tendance à considérer l'érotisme comme le parent pauvre de la littérature, qui ne nécessite pas de talent ou de sensibilité artistique particulière. On a d'ailleurs tendance à considérer l'érotisme comme le parent pauvre de l'art en général, et ça vaut aussi pour le cinéma. Alors que non, merde, il faut considérer que ce genre est un genre à part entière, qui ne doit pas juste être efficace, mais qui peut aussi être beau. Parce que ça peut vraiment être beau. Il n'y a pas de genre prédisposé au médiocre. Ainsi, tout ce chapitre initie à l'art de choisir un mot plutôt que l'autre et pourquoi on le fait. Et c'est une très bonne idée. Flore Chéri évoque aussi le fait que parfois le bon mot peut se choisir à l'oreille, ce qui est aussi un bon tips, auquel beaucoup de personnes qui se lancent dans l'écriture pensent trop peu souvent. Parce que c'est une activité qui paraît silencieuse, on ne pense pas forcément à la façon dont les mots résonnent dans la phrase, alors que déjà, il y a des personnes qui lisent à voix haute, dont moi, ce que je fais pour à peu près tout. Mais en plus de ça, même pour les gens qui lisent dans leur tête, le rythme d'une phrase, le fait de sentir si elle sonne bien ou pas, c'est important, très important. C'est pas pour rien que certains grands écrivains, comme Flaubert par exemple, incluaient dans leur temps d'écriture un temps de gueuloir, c'est-à-dire un moment où ils allaient littéralement hurler leur texte pour être absolument certains que tout était bien à sa place, fluide, évident. Cul, le cul, les dents du cul, les dents du cul, la rage dedans, la rage dedans, la rage du cul, la rage dedans du cul, dedans du cul, dedans, le dent du cul, dent du cul. Ça fait 2 heures que c'est comme ça. Le truc c'est que j'ai du travail moi. Tiste du cul, tiste du cul, tiste du cul. On trouve également un point sur la ponctuation, sur l'orthographe, sur les figures de style, avec à chaque fois des exemples érotiques pour savoir bien les utiliser dans ce contexte-là. Et je trouve là aussi que c'est plutôt très bien, utile et clair. Une occasion de plus pour répéter que le style, ça compte. Oui, même dans le cul, oui. Et alors là, c'est définitivement intéressant. On a l'impression que la littérature, c'est quand c'est destiné à un large public. On ne considère traditionnellement pas comme de la littérature personnelle la carte qu'on envoie à mamie ou le sexto qu'on écrit bourré à 3h du mat. Mais on a tendance à publier la correspondance des écrivains et à se rendre compte que finalement, elle est aussi bonne, voire parfois meilleure que leurs œuvres. On a aussi tendance à publier leurs sextos d'ailleurs. Il y en a de très très connus entre George Sand et Alfred de Musset par exemple. Alors pourquoi ne pas considérer aussi notre littérature quotidienne comme ayant de la valeur ? Hein ? Je vous le demande. Du coup, première option et pas des moindres, écrire du cul pour une correspondante. Écrire pour un amant ou une amante ou juste quelqu'un avec qui on veut avoir une relation érotique épistolaire, c'est un art en soi. Et oui, je pense aussi au sexto quand je dis ça. Le livre nous conseille de rester clair et concise, parce que c'est vrai que c'est pas toujours agréable d'avoir des textos longs comme le bras à lire. Allez, restez brève, concise, et restez impactante. Claire, bien choisir les mots. Non, pas toi, pas toi!
Et l'autrice nous donne même des conseils pratiques pour réussir notre sexto, dont cette astuce à laquelle je n'aurais pas forcément pensé. Mais on peut aussi imaginer quelques paroles de chansons ou une citation, des formats moins personnels et donc moins impliquants, mais idéaux quand on rencontre une nouvelle personne. Non, mais pas à toi. Au passage, je me permets quand même de citer un exemple du livre en matière de sexto. Le plus souvent, les textos coquins servent à anticiper un acte sexuel, par exemple. Ce soir, je ramène 3 grands blacks pour une nuit sans sommeil. Y a rien qui va là. Les mots employés déjà, et puis l'espèce d'exotisme qui est mis en avant comme ressort érotique alors qu'il a été maintes fois critiqué par des concernés. Non, faut pas faire ça, faut pas donner ça comme exemple. Après, le livre a été publié en février 2020, donc potentiellement il a été écrit en 2019, et en 3 ans, il peut s'en passer des choses dans le militantisme. Mais on trouve des articles dénonçant ce fétichisme très nourri par l'objectification colonialiste dès 2017. Alors en plus, en travaillant dans le milieu de l'érotisme, c'est quand même pas dingue de se retrouver avec ce genre de propos, qui était certes un grand classique il y a quelque temps, mais qui a depuis été décrypté, analysé, et dont les concernés ont décortiqué ce qu'il y avait de violent et d'insultant dans le fait d'être considérés comme des objets érotiques en soi, comme un corps profondément différent de celui des Blancs, qui, lui, est plus respectable, moins sensuel et sexuel naturellement. Et ce n'est ni la première ni la dernière fois qu'elle va avoir ce truc de sexualisation exotique très problématique, et on se retrouve à nouveau face au plus grand problème du livre selon moi. Il n'est pas vraiment réfléchi dans le sens des évolutions qu'il y a pu y avoir autour de l'érotisme et de la sexualité dans notre société. Et on peut se dire « Oh, mais ça va, on n'a pas besoin de foutre du militantisme partout, espèce de féministe frustrée de merde !» Ce à quoi je répondrai du calme déjà, mais aussi, il n'y a pas besoin de foutre du militantisme partout, certes, mais il serait hypocrite aussi de ne pas voir que ce même militantisme a fait bouger énormément les normes de notre société. Ce que dénoncent ces gens au-delà du ras-le-bol, c'est aussi une perpétuation de la violence, du racisme, de la culture du viol, parce que les clichés et les fantasmes de l'érotisme et de la pornographie ont la vie dure. Ça peut être intéressant du coup de veiller à ce que, dans les livres qui sont censés montrer la voie à des gens qui veulent en faire leur métier, on ne véhicule pas les mêmes clichés. Bref, reprenons, voulez-vous. Des conseils pratiques sont donnés donc pour faire le sexto le plus efficace, et alors si certains conseils sont plutôt pas mal, celui-là en revanche... Au-delà de l'émoticône, on peut aussi imaginer un hashtag amusant à la fin d'un mot coquin. Ma bite s'impatiente de toi, hashtag je bande. Je t'attends nu sur le lit, avec un fruit coincé quelque part, hashtag teasing. Non, alors, si l'interlocuteur a moins de 40 ans, je ne le conseille pas personnellement. Parce que dans ma tête, j'ai du mal à le lire avec une voix normale déjà, mais aussi parce que c'est un peu naze, non ? Ou c'est moi ? Après, attention, elle prévient quand même de la péremption possible de ce type de message, ce qui est honnête. Mais même maintenant, je suis pas convaincue. Oh non, mais pas à toi. Mais qu'est-ce que j'ai ? On enchaîne sur Attention les yeux, Startup Nation, une partie sur les mails. Plus long, plus formel, plus ressemblant à la lettre, plus simple à conserver, c'est un petit bijou de technologie que le XXe siècle place entre vos mains sales. Et alors, je ne m'y attarderai que peu, mais tout de même. Puis-je vous partager ce conseil qui m'a à la fois déclenché un vomi et l'hilarité. Pour la sortie, on peut opter pour un bien cordialement remasterisé. Cunilingus m'en vôtre. Si je reçois ça, je vous le dis tout de go, je me pisse dessus de rire et de gêne. C'est ce qui va se passer. Cunilingus m'en vôtre. Analement vôtre, fellationnement vôtre. Non, enfin. Nous arrivons au chapitre de la lettre érotique. Flore Chéri nous parle de la relation charnelle qu'il y a à recevoir un papier, et je suis vraiment d'accord avec ça. Si le livre est un vecteur physique très puissant entre soi et l'histoire, la lettre est encore un cran au-dessus. C'est tellement fort d'avoir entre les mains un objet qui sert d'intermédiaire direct entre soi et l'autre, un intermédiaire qui ne servira qu'à cela, qu'à cette correspondance-là, un instantané d'un instant qui n'appartient qu'à soi et à l'autre, et qui restera figé dans ce moment-là, les mots suspendus à ce qui a été à cette heure-ci, et qui existera pour toujours, là. Oh, c'est beau. C'est beau, mais faut pas exagérer non plus. N'écrivez pas en bleu, c'est beaucoup trop scolaire. Et munissez-vous soit d'une plume, l'idéal, soit d'un feutre, mais bannissez vraiment le stylo-bille. Il n'y a rien de plus tue l'amour. Franchement, si ton amour est tué par un stylo-bille,
Moi, je pense qu'il n'y a rien à regretter. Hein. Deuxième option, écrire du cul pour soi. On va parler journal intime, et c'est d'autant plus intéressant que certains journaux intimes ont été publiés en littérature érotique, ou en tout cas on a voulu faire croire que c'était des journaux intimes. L'intime, c'est la base de l'érotisme, comme on l'a vu auparavant. Alors quelle meilleure façon d'écrire de l'érotisme qu'en en écrivant pour soi ? Oui, mais certains me diront que l'érotisme ne devient de l'érotisme que s'il est partagé avec quelqu'un. Sinon, bon, c'est sympa, mais c'est pas... Enfin, est-ce que des gens se disent, après une séance de masturbation, « Waouh, c'était vraiment hyper érotique ce que je viens de faire !» Non. Si ? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous le dites ? Est-ce que j'ai juste énormément de mal à pratiquer l'auto-érotisme ? Est-ce que c'est grave ? Ne me cachez rien, ne me cachez rien. Est-ce que je pourrais encore jouer du violon, docteur ? Ne me cachez rien. En tout cas, ça me fait toujours drôle qu'il y ait besoin de conseils pour écrire un journal intime, parce que, un journal intime, c'est instinctif, personnel. Est-ce que si on suit un schéma et des consignes claires, on perd pas un peu de cet instinct-là ? Et en même temps, écrire avec des contraintes, c'est souvent la meilleure façon pour découvrir des choses sur soi et sur son style. Alors vous savez quoi ? Go ! Contrairement à la lettre, privilégiez le stylo bille qui est plus pratique et qui peut s'utiliser n'importe où, sauf si vous avez décidé d'en faire une œuvre d'art. À ce propos, vous pouvez également coller des tickets de métro ou de spectacle, des emballages de capotes, des photos, des poils. Plus vous l'embellirez de vos trouvailles, plus il prendra une dimension sentimentale forte. Oui mais non, on dirait un carnet de psychopathe là. Là, il y a les poils pubiens de mon premier mari. Et là, le sang des règles de ma dernière partenaire. C'est joli. Ça fait des souvenirs. Après, je ne suis pas très honnête avec ce livre, parce qu'elle explique bien que dans ce cas-là, on n'écrit pas pour les autres, donc c'est le moment de tenter des choses, genre d'écrire par question-réponse, de faire des listes. Ce genre de chapitre décloisonne complètement l'érotisme, et c'est très très cool parce que c'est comme ça qu'on fait évoluer un style, en le décloisonnant des clichés. Troisième option, écrire du cul pour les autres. On commence par un petit topo technique sur la narration, sur les rythmes narratifs, ce qui est toujours utile, même pour les personnes qui les connaissent déjà. Un manuel d'écriture classique, donc jusqu'à ce que l'autrice aborde une question extrêmement pertinente, mais dont les réponses risquent d'être violemment borderline, jusqu'où est-ce qu'on peut aller quand on écrit de l'érotisme ? Est-ce qu'il y a des limites légales à l'écriture du cul ? Et là, je pense que l'idée est bonne, mais alors le style est... Là, je pense que l'aspect second degré et humour est pas du tout adapté. En tout cas, qu'on aime le style avec lequel c'est écrit ou pas, la question des limites se pose, et même se pose souvent, surtout quand on lit des auteurs classiques. Parce qu'on a l'impression que les mecs avaient aucune limite, en tout cas pas les mêmes que les nôtres. Mais cette impression vient aussi du fait que certaines œuvres ont été éditées seulement à titre posthume, ce qui fait que, dans l'absolu, elles ont été éditées parce que c'était le nom du mec en bas de la feuille, mais que même lui, il jugeait pas ça éditable. Ou en tout cas, il ne s'attendait pas particulièrement à ce que ce soit dévoilé au grand public. La production des grands auteurs en termes d'érotisme peut s'avérer assez hardcore, et on en a déjà évoqué pas mal sur cette chaîne. De nos jours, on ne pourrait sûrement pas publier ça, mais je vous rassure, on ne le pouvait pas tellement non plus à leur époque à eux. Du coup, est-ce que c'est une bonne idée d'écrire des choses pareilles ? Est-ce que la transgression des règles est un style littéraire en soi ? Est-ce que c'est essentiel à la liberté d'expression que de pouvoir écrire et faire lire des horreurs ? Est-ce que l'humanité y gagne quelque chose, d'une certaine façon, une certaine idée de la liberté, ou je ne sais quoi ? Ou bien, est-ce que ce genre de truc est dangereux parce que ça banalise la violence ? Est-ce que ça peut donner de mauvaises idées à certains ou certaines ? Est-ce que ça pourrait, dans le pire des cas, venir confirmer que certains comportements déviants ou certains crimes sont normaux et naturels ? Eh bien, l'autrice aborde cette question épineuse en mêlant deux citations. L'une de l'auteur Boris Vian, qui dit en résumé que les écrits érotiques n'inventent pas grand-chose et ne peuvent pas donner d'idée que quelqu'un n'aurait pas déjà eu quelque part à un moment. Ce qui est vrai, mais c'est pas tellement la question. L'inquiétude ne vient pas du fait d'innover en matière de mauvaises idées. On se doute bien que quelqu'un l'a déjà eu quelque part, cette idée-là. Mais plutôt du fait que cette mauvaise idée pourrait venir jusqu'au cerveau de quelqu'un qui ne l'aurait pas eu s'il ne l'avait pas eu sous les yeux. Et l'autre citation est de Inès Gauthier, psy qui a bossé notamment avec des criminels sexuels et qui dit qu'il y a toujours un risque de confirmer des biais déviants et qu'il faut contextualiser le texte, au moins en intro ou en conclusion, pour ne pas le laisser brut. C'est une très bonne idée de parler de ça quand on aborde le sujet de la création érotique. C'est un début de réflexion qui peut être poussé tellement plus loin et qui peut même servir à une réflexion sur ses propres fantasmes. Et l'autrice va même interviewer un avocat pour savoir ce qui tombe réellement sous le coup de la loi ou non, ce qui dans l'idée est plutôt pratique. On y apprend que le risque numéro 1 reste les attaques pour atteinte à la vie privée et pour contrefaçon lorsqu'il s'agit de parodies de personnages existants. Mais, il y a cette question.
Est-ce que l'on peut écrire une œuvre érotique avec des noirs qui ont tous une grosse bite ? Oui, et ce n'est pas du racisme. Le racisme doit être rattaché à des adjectifs dégradants pour la communauté ciblée. Par exemple, dire que les Asiatiques ont tous des petites bites et qu'ils sont très mauvais amants, ça peut être dévalorisant. Mais renforcer les clichés, par exemple dire des noirs qu'ils ont une grosse bite, ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Alors, si, c'est raciste, c'est peut-être pas répréhensible par la loi, mais ça me semble quand même relativement dévalorisant de dire de toute une partie de la population mondiale que ce sont des genres de machines de cul. Et alors, je comprends pas bien la différence entre renforcer les clichés et être dévalorisant, j'avoue que ça m'échappe un peu. Et vous vous souvenez, c'est pas la première fois qu'il y a un bail chelou autour des fantasmes de l'exotisme, et ça va revenir ensuite lorsque Fleur Chérie essaie tranquillou de faire bosser pour elle gratos les gens qui lisent son bouquin dans l'exercice « Réaliser un fantasme de client ». Réaliser le fantasme de client. Cas d'école rencontré sur My Sweet Fantasy, une société qui réalise des fantasmes à la demande pour couples et personnes seules. Alors une société, c'est sa société quoi. Et alors il y a même une petite adresse mail où envoyer le brief qu'on aura fait. Pas con hein ? Après, ça se trouve, il y a des vraies opportunités d'emploi, je veux pas être mauvaise langue non plus. Un client vous envoie comme brief. Bonjour, pour l'anniversaire de ma femme, je souhaiterais un moment coquin, exotique et plein de surprises dans un lieu privatisé. Ma délicieuse femme aime les voyages et découvrir de nouvelles cultures. Que pouvez-vous nous proposer ? Mon budget ne doit pas dépasser 1 000 €. Envoyez-lui un mail de réponse pour mettre en scène leur fantasme. Après, les réponses vont peut-être pas être racistes, hein. Alors peut-être après que c'est moi qui ai les idées mal placées, hein. Peut-être que finalement ce couple serait très très heureux si on lui proposait, je ne sais pas, une immersion avec les bergers du Larzac, un espèce de séjour 100% terroir, 100% peau de bête, une découverte d'une nouvelle culture à travers, pourquoi pas, une découverte de la ruralité, peut-être même proposer une petite partouze avec en accompagnement des produits du terroir issus de l'agriculture bio et raisonnée. Alors la partouze, c'est pas possible, hein, bien évidemment. Le principe, c'est que les personnes qui interviennent ne peuvent pas interagir directement sexuellement avec vous, parce que sinon c'est de la prostitution et ça tombe sous le coup de la loi. Mais du coup, si on exclut le fait que ce genre de brief de client peut quand même facilement amener vers des bails racistes, le concept de réalisation de fantasmes, c'est quand même assez intéressant, parce que, quelque part, vu que les clients ne peuvent pas interagir avec les employés, mais que les employés peuvent interagir entre eux, et que le but tout entier est de mettre en scène une ambiance sexuelle, eh ben on est quand même très très proche de ce qui est censé être un livre érotique. Le lecteur doit être excité, éveillé par ce qu'il imagine, par ce qu'il lit, sans pour autant pouvoir interagir directement avec les personnages qui, eux, interagissent entre eux. Voilà. Bon, c'est juste que je trouve ça intéressant de dresser un parallèle d'un point de vue de la création. Après, de l'intérieur, je sais pas ce que ça donne, hein. Le livre s'attache ensuite à l'écriture de pièces de théâtre et même de chansons érotiques, bref, c'est quand même assez complet, et avec, à chaque fois, nos traditionnels petits exercices qui viennent ponctuer chaque partie. Exercice. Aznavour d'amour. Retrouvez les paroles de « Emmenez-moi » et changez-les pour en faire une version grivoise. Embrassez-moi au bout de la verge, embrassez-moi du gland jusqu'aux orteils. Il me semble que l'auriculaire serait plus utile dans mon appareil. Mais ça marche pas du tout, votre exemple, là. Enfin, le principe de cet exercice, c'est quand même de respecter un petit peu la prose initiale. Si ça rentre pas du tout dans les temps, c'est quand même un petit peu triste. Attendez. Et c'est là qu'en 1957, tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème sur le tournage. Parce que Attends. Oui ? Allô ? Putain, c'est Elsa, j'avais pas vu. Putain, mais je t'ai déjà dit de regarder qui t'appelle avant de répondre. C'est Elsa ! Ouais, c'est génial, Elsa, mais là, J'ai écrit une chanson. Oui ? Et alors, vu que je sais que tu adores la musique, je me suis dit, ça c'est pour ma copine Catherine. Mais je m'appelle pas... Est-ce que je peux te la faire écouter ? Emmenez-moi au bord de la mer. Emmenez-moi où le poulpe pullule. Il me semble qu'être pris par derrière, c'est mieux avec une tentacule. C'était bien ? Ouais, alors... On dit un tentacule, déjà. Bah après, là il faut voir que c'est un petit peu brut, hein, bien évidemment, faut l'imaginer avec des chœurs et l'orchestre philharmonique de Poitiers. Ouais, en fait, Elsa, juste écoute, il faut juste que tu m'appelles moi. D'accord, ok. Bisous. Gros bisous, bisous. Pardon. Donc, Super relation.
Et à la fin, pour vous encourager, il y a même une petite liste de gens qu'on ne soupçonne pas avoir déjà touché à l'érotisme et qui en fait en ont écrit. Parce que c'est vrai que plein d'auteurs et d'autrices qui semblent très bien sous tout rapport se sont en réalité amusés, parfois sous des noms d'emprunt, à faire de l'érotisme. C'est le cas de Jules Verne, Diderot, Aragon, Marguerite de Navarre, et l'autrice nous cite également Roald Dahl ou Emmanuel Macron. Attends, quoi ? Emmanuel Macron aurait écrit ses premières histoires érotiques à l'âge de 17 ans. Alors qu'il venait de rencontrer celle qui allait devenir sa future femme, Brigitte, il aurait demandé un service bien particulier à sa voisine. À cette période, je faisais de la dactylographie, se souvient une voisine. Je le connaissais du quartier et un jour il m'a demandé de taper les 300 pages d'un livre qu'il venait d'écrire. C'était un roman osé, un petit peu cochon. Les noms n'étaient bien sûr pas les mêmes, mais je pense qu'il fallait qu'il exprime ce qu'il ressentait à l'époque. Cet extrait est issu de la biographie Brigitte Macron, L'affranchie, de Maël Brun. Après de plus amples recherches, il semblerait bien que ce manuscrit soit perdu à jamais. Mais l'est-il vraiment ? C'est peut-être entre ces lignes que se cachent les secrets les mieux gardés du monde. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ces pages. La vérité. Le secret d'Emmanuel Macron. Le secret de l'humanité tout entière. Viens, Geoffrey! Partons à l'aventure! Attends, Elsa, peut-être qu'il faudrait finir la vidéo avant. Oui, c'est possible. Bah oui. Oui, c'est possible. Si j'ai choisi de décortiquer ce livre à ce point, c'est aussi parce que quand on bosse beaucoup sur un sujet, c'est toujours une bonne idée de se pencher à nouveau sur la technicité qui l'accompagne, et qu'on a tendance à oublier derrière les explications politiques et littéraires. À force d'analyser des contenus érotiques, je suppose qu'on se formate aussi pas mal à ce qu'on trouve bon ou pas, et on laisse un peu de côté les bases qu'on a l'impression de maîtriser, ou tout du moins qu'on n'a pas l'impression de devoir remettre en question. Et c'est un tort en fait. La réalité, c'est que l'érotisme est un monde immensément vaste, aussi vaste qu'il y a et il y a eu d'humains finalement, puisque nous en avons tous une définition propre. Il n'y a qu'à demander à quelqu'un ce qu'il pense être pour lui la différence entre érotisme et pornographie pour se rendre compte que, souvent, la ligne qui est tirée entre les deux n'est pas forcément dépendante des pratiques ou du niveau de hardcoreitude de ces dernières. Non, la ligne tirée entre érotisme et pornographie, pour beaucoup d'entre nous, est plutôt de l'ordre de l'intimité. Parce que là où un film érotique va effectivement souvent être un film moins explicite, pour le coup, un livre érotique va pouvoir être très explicite, voire même carrément extrême dans sa narration, allant bien plus loin que n'importe quel film porno. Donc le mot érotisme en soi revêt beaucoup de sens différents, et c'est intéressant d'ailleurs que le sens du mot ne soit pas le même pour le cinéma et pour la littérature. C'est peut-être parce que l'érotisme, dans un sens, nous semble plus proche de nous, et la pornographie plus performée. L'érotisme, c'est ce qui pourrait se passer, c'est le fantasme plus ou moins réalisable, c'est la sensation qu'on a face à l'excitation et au désir. C'est l'imagination, la suggestion ou bien carrément l'acte, mais dans tous les cas, ça passe par nous, à un moment ou à un autre. Par notre visualisation, par le spectre de notre esthétique, par notre corps, par nos envies. L'érotique nous confronte à nous-mêmes, et en soi, un livre comme celui-ci permet de se plonger dans notre propre définition de l'érotisme, dans ce que nous jugeons être excitant non seulement pour nous, mais aussi par nous. Et ça, c'est spécial. Si nous voulons émoustiller par des mots, comment nous y prendrions-nous ? Avec qui ? Pourquoi ? J'ai beaucoup de critiques à faire sur ce livre. L'humour n'y est pas toujours du meilleur goût, et au niveau politique et militant, on est quand même plus souvent sur un parti pris daté, voire sur pas de parti pris du tout. Mais on y aborde quand même beaucoup de sujets qui peuvent servir de base à une réflexion si on s'y intéresse. La preuve, c'est que ça m'a servi de base pour une réflexion tout entière sur l'érotisme et la pornographie. On y parle quand même pas mal de consentement par exemple, et c'est une notion que beaucoup trop de gens ont tendance à oublier, surtout quand ça concerne l'écrit. Les exercices proposés ne sont pas toujours du meilleur goût non plus, et on peut se poser la question d'à qui s'adresse réellement ce livre, et qu'est-ce qu'il est censé véhiculer comme image de l'érotisme. Mais c'est peut-être là que se trouve tout ce qui fait l'intérêt de ce livre. Rares seront les gens qui, comme moi, le liront du début jusqu'à la fin. C'est une boîte à outils, une façon légère et décontractée de désacraliser l'acte de créer et d'écrire. La seule question que l'on peut se poser, c'est est-ce que l'éveil à l'aspect politique de ce qu'on écrit se fait naturellement plus tard, lorsqu'on a déjà commencé à acquérir les bases de l'écriture ? Est-ce qu'il est fastidieux, voire même contre-productif de l'aborder avant, parce que ça peut rebuter, voire même braquer complètement des gens sur ces questionnements ? Ou est-ce qu'au contraire, le fait de peu l'aborder, voire même de véhiculer des clichés dans les exemples, notamment autour de l'exotisme, n'entretient pas encore plus les choses qui ne vont pas dans ce milieu ? Former les débutants et débutantes à trouver certaines choses comme toujours normales alors qu'elles le sont de moins en moins, est-ce que ce n'est pas ancrer le système qui est en place actuellement ? D'autant plus que, encore une fois, pour avoir écouté une interview et des interventions de Fleur Chéry, elle a un discours sur le politique et l'intime qui est assez fort. Et son dernier livre est une dystopie sur une matriarchie. Donc il y a une position politique au sein de son œuvre. Du coup, est-ce que la prise de position militante assez floue du livre est assumée ?
Ou est-ce que juste elle l'a écrit ainsi en 2020, mais ne l'écrirait plus de la même manière maintenant? Finalement, j'aurais envers ce livre les mêmes critiques que je pourrais formuler envers l'industrie du sexe tout entière. Les sexualités évoluent, le rapport au sexe et à nos corps évolue. La création artistique qui entoure cette sexualité doit évoluer aussi. Se poser les mêmes questions, accompagner ce cheminement. Je ne sais pas de quoi l'avenir de l'érotisme sera fait. Ce que je sais, mon bon Milou, c'est que nous avons un mystère à résoudre. Mais attends, c'est moi, Milou? Et une aventure à vivre. Je m'appelle Odette Truffade. Durant des années, j'ai chassé les manuscrits les plus rares aux côtés de mes fidèles compagnons. J'ai parcouru cette terre de long en large pour le bien de la connaissance, et je n'ai reculé devant aucun danger. Mais aujourd'hui serais-je tombé sur plus fort que moi. Plus obscur, plus enfoui, plus sombre, plus obscur. Aujourd'hui, un manuscrit pourrait refaire surface, et avec lui, des secrets que l'humanité ne pourrait endurer. Et surtout pas une humanité faite de feignasses de Gaulois réfractaires au changement, tu vois ce que je veux dire. Par-delà le bien et le mal, suffira-t-il de traverser la rue pour être sauvé? L'humanité survivra-t-elle au chaos qui se prépare? Le monde est-il prêt pour le manuscrit du président?